Ma mère psychopathe a rendu ma vie infernale jusqu'à ce que je m'éloigne d'elle. Alors, par vengeance, elle s'est mise à me traquer et à tenter de me faire accuser de crimes odieux. Mais ça s'est retourné contre elle, et elle a complètement perdu la tête au tribunal. Je fêtais mes 20 ans dans un bar avec des amis quand ma mère est arrivée, en robe de mariée, maquillée et coiffée comme une mariée. Quand est venu le moment du gâteau, elle a soufflé les bougies à ma place et a commencé à applaudir, pour elle-même. Quand je me suis levé pour danser avec une amie, ma mère l'a littéralement poussée pour danser avec moi à la place. Je l'ai repoussée, et elle a alors commencé à hurler si fort que le groupe de musique a cessé de jouer. Elle a attrapé mon oreille pour me gronder, en disant que je l'embarrassais, en ce jour si spécial pour elle. À ce moment-là, je pense qu'elle a réalisé l'ampleur de la scène, tout le bar l'a fixée en silence. Le patron du bar l'a physiquement mise dehors pendant qu'elle hurlait. Mais ce n'était que le début. Il faut un peu de contexte pour comprendre ma mère. J'étais non seulement le seul garçon de la fratrie, mais aussi le plus jeune, ce qui faisait de moi un éternel bébé à ses yeux. Elle a toujours essayé de m'infantiliser. Elle a tenté de me donner la béquille alors que j'avais 17 ans, puis se plaignait que je n'étais pas assez soutenant quand je refusais ce genre de comportement. Elle me manipulait émotionnellement, faisait du chantage affectif, et me gaslightait si je ne cédais pas. Elle rendait tout à propos d'elle. Certains disaient qu'elle avait un complexe de « mère-reine ». Elle s'attendait à être honorée et adulée à chaque fête, même pendant mes anniversaires. Elle n'aidait jamais à l'organisation, mais voulait tous les honneurs. Et elle avait d'autres habitudes franchement dérangeantes. À 45 ans, elle parlait ouvertement, à côté de moi, de vouloir une chirurgie du visage et des implants mammaires pour paraître 20 ans plus jeune, en me lançant des regards étranges en le disant. Mon père refusait catégoriquement de payer pour ça, ce qui a déclenché de nombreuses disputes. Elle l'accusait de ne pas la soutenir, puis jouer les victimes pendant des semaines. Une fois, à l'église, elle m'a mis dans l'embarras en tentant de me faire communier comme un petit garçon, allant jusqu'à essayer de me faire mâcher lentement l'hostie. J'avais 22 ans. J'ai quitté l'église ce jour-là. Ce fut la goutte d'eau, et j'ai emménagé dans une petite chambre chez les parents d'un ami pour 200 $ par mois. Pendant que je faisais mes valises, elle n'a cessé de me supplier de rester. Je lui ai dit que j'étais son fils, pas son mari, et que j'en avais marre de son comportement. J'avais ma propre vie à vivre. Elle est partie en courant, en larmes, et nous n'avons pas parlé pendant des mois. J'ai appris par ma cousine qu'elle disait à tout le monde que j'allais revenir vers elle très vite. Mais quand ce n'est pas arrivé, elle a perdu pied. Même adulte, elle me parlait comme à un petit garçon devant tout le monde et attendait que je joue le jeu. Quand je refusais, elle me lançait un regard suppliant, puis tentait de me traîner dehors comme un enfant, pour me souffler des reproches à l'oreille. Je refusais toujours et parfois je devais la repousser physiquement. Une fois, elle m'a planté ses ongles dans l'épaule, alors je lui ai giflé la main. Ensuite, elle a opté pour la manipulation émotionnelle. Lors d'une fête d'anniversaire de mon oncle, elle me suivait partout et disait à haute voix à ma tante que j'aimais téter quand j'étais bébé, qu'elle regrettait que je ne puisse plus le faire aujourd'hui, puis m'a lancé son habituel regard implorant. J'avais envie de vomir. Ma tante était visiblement choquée. Je lui avais déjà parlé du comportement de ma mère, mais je pense qu'elle ne m'avait jamais vraiment cru jusqu'à ce jour. Quand j'ai refusé de céder aux caprices de ma mère, elle a explosé, s'est proclamée la matriarche et m'a ordonné de venir à elle. Je lui ai répondu que je ne vivais plus chez elle, que je n'étais pas un enfant. Et pour la première fois, plusieurs membres de la famille m'ont soutenu. J'en étais choqué. Ma mère a crié sur tout le monde avant de partir. Ensuite, elle m'a bombardé d'appels pour essayer de me manipuler, mais j'ai tout laissé en messagerie. Avant de quitter ma ville natale, j'avais une petite amie que j'aimais beaucoup. On sortait ensemble depuis quelques mois, et elle voulait rencontrer ma famille. Je l'ai prévenue sur ma mère, mais elle pensait sûrement que j'exagérais. Elle a vite compris. Ma mère était passivement agressive envers elle, disant à un proche au téléphone que cette fille lui volait son bébé. Plus tard, en découpant un gâteau, ma mère a lancé à ma copine un regard terrifiant tout en tenant un gros couteau de cuisine. Autant dire que la pauvre fille n'a pas tenu longtemps, et nous avons rompu à l'amiable, car elle refusait d'avoir une belle-mère comme ça. Et franchement, je ne pouvais que lui donner raison. Quand j'ai annoncé à ma mère que je partais vivre à plus de 1500 km, elle a fait une crise et a tenté de m'empêcher de partir. Mais je me suis dégagé et lui ai dit qu'elle n'avait aucun pouvoir sur moi. J'avais économisé pendant des années, acheté un pick-up et une caravane, et j'ai passé 2 ans à vivre dedans tout en travaillant dans le nord de la Californie. Pendant cette période, j'ai coupé tout contact avec ma famille. Puis j'ai rencontré quelqu'un d'autre, et nous sommes encore ensemble aujourd'hui. Aucun de nous ne veut vraiment se marier ou avoir d'enfants. En 2016, j'ai décidé de recontacter mes parents, mais avec des règles strictes, me traiter comme un adulte, ne pas harceler ma copine, et ne pas parler de mon enfance. Bien sûr, ma mère n'a respecté aucune de ces règles pendant notre visite à Thanksgiving. Je lui ai donc dit que c'était fini, qu'elle ne devait plus m'appeler tant qu'elle ne me reconnaissait pas en tant qu'homme. Elle a bloqué la porte et s'est mise à réciter des versets bibliques sur le respect dû aux parents. Je lui ai répondu que le respect allait dans les deux sens.
En décembre, elle m'a harcelé de messages pour que je vienne à Noël, mais sans ma copine. J'ai dit que si elle n'était pas la bienvenue, alors moi non plus. Ma mère a dit que j'étais déraisonnable, a traité ma copine de catin envahissante, qui se mettait entre une mère et son fils, et a fini par me donner des ordres. Quand j'ai refusé, elle a menacé de se faire du mal. Je lui ai dit qu'elle faisait ce qu'elle voulait, mais que je passerais Noël avec la famille de ma copine. Elle a répondu que je le regretterais et a raccroché, furieuse. 2 jours avant Noël, notre porte d'entrée a été défoncée par la police. Ils pensaient qu'on dirigeait un labo de drogue. On a été arrêtés et interrogés pendant qu'ils fouillaient la maison de fond en comble, mettant nos affaires dans la cour, rangées comme dans une brocante. Ils ont fouillé partout avec des chiens renifleurs et n'ont trouvé que de l'aspirine et un traitement contre la dépression. On voyait bien qu'ils étaient déçus. Apparemment, ma mère les avait appelés en donnant des infos si précises qu'elle avait forcément dû nous suivre. Elle prétendait que j'utilisais ma caravane comme couverture pour vendre de la drogue. Elle avait probablement trop regardé Breaking Bad. La police a dû tout remettre en place et nous libérer. Mon propriétaire, furieux des dégâts, a menacé de résilier le bail. Mais le vrai retournement de situation, c'est que ma mère a été arrêtée pendant sa propre fête de Noël, devant toute la famille. L'enquête a révélé qu'elle avait pris un vol jusqu'à notre état et passé plusieurs jours à nous espionner, prenant des photos de moi, de ma copine et de notre maison. Elle était même rentrée chez nous en cachette pour photographier chaque pièce, y compris mon tiroir à sous-vêtements. C'était glaçant. La police a découvert qu'elle avait noté nos horaires, où l'on travaillait, et quand on était chez nous. On ne saura peut-être jamais quel était son véritable objectif, mais il est clair qu'elle visait plus qu'un simple coup de panique avec la police. Mise à jour. Bien que j'ai porté plainte contre ma mère pour m'avoir harcelé et tenté de me piéger, je ne voulais pas passer trop de temps au tribunal parce que cela signifiait être près d'elle. Donc, les événements que je vais décrire sont à moitié de moi et à moitié de mon père. Pour commencer, mon père ne savait même pas que ma mère folle avait pris l'avion jusqu'à mon état pour me traquer. Elle lui avait dit qu'elle allait simplement prendre de petites vacances loin de tout le monde pour sa santé mentale, sans jamais dire où elle allait. Mon pauvre père n'avait aucune idée de ce qu'elle comptait faire, sinon il m'aurait prévenu. Ma mère a passé plusieurs jours à me suivre en cachette, ma copine et moi, avec son smartphone. Elle a utilisé la clé de secours que nous avions cachée dans un faux caillou pour entrer dans la maison où nous vivions à l'époque. Elle a alors photographié tout ce qu'elle pouvait. Puis, une fois rentrée chez elle, mon père a dit qu'elle semblait vraiment triomphante. Il a décrit cela comme le genre de regard que quelqu'un a quand il pense avoir gagné. Elle était étrangement joyeuse et excitée, jusqu'à ce que la police vienne l'arrêter le jour de Noël. Mon père a dit qu'elle pleurait à chaudes larmes en disant qu'elle n'avait rien fait de mal pendant qu'on l'emmenait. Les preuves contre elle étaient accablantes. Toutes les photos étaient sur son téléphone, et mon père a vite compris ce qu'elle avait fait. L'appel qu'elle avait passé pour me dénoncer comme vendeur, elle l'avait fait depuis son propre téléphone. L'appel avait été enregistré et avait été très facilement retracé jusqu'à son numéro. Quand on a confronté ma mère aux preuves, mon père a dit qu'elle avait simplement commencé à pleurer et à supplier. Et lorsqu'elle a refusé de se lever de table, les policiers ont dû la déplacer. Mon père a dit qu'elle s'était complètement affaissée et avait refusé de coopérer. Personne n'a payé sa caution non plus. Elle a dû utiliser son propre argent pour sortir de prison. Mon père a dit qu'elle voulait m'appeler pour me supplier, mais, dans un rare moment de lucidité, elle a compris qu'il n'y avait pas la moindre chance que je la sorte de là après ce qu'elle avait fait. Elle a donc passé un bon moment en détention avant de finalement se libérer avec son propre argent. Elle n'a pas essayé de fuir. En fait, elle croyait fermement qu'elle était dans son bon droit et pensait pouvoir convaincre un juge de son point de vue. Son avocat lui a conseillé de plaider coupable, alors elle l'a viré et a décidé de se représenter elle-même. Et ça s'est passé exactement comme vous l'imaginez. Le procès est arrivé plus vite que je ne le pensais, et ma copine et moi avons dû prendre l'avion pour témoigner contre ma mère, mais je ne suis resté que le strict minimum et j'ai pris le premier vol de retour possible. Pendant que j'étais là, ma mère n'arrêtait pas de me fixer. Parfois avec un regard de supplication malsaine, parfois avec de la pure rage. Quand ma mère a pris la parole à la barre, elle a fait un discours expliquant pourquoi elle pensait avoir raison. Elle a dit que je devais apprendre une leçon pour avoir refusé de rentrer à la maison et pour avoir mis une autre femme avant elle, parce qu'elle aurait dû être la seule femme dont j'aurais jamais eu besoin. Elle essayait aussi de me fixer pendant tout son discours, mais le juge lui a plusieurs fois ordonné d'arrêter. Je suis parti avant le verdict. Le juge a estimé que ma mère avait des troubles mentaux, mais quand il a dit cela, elle a explosé en affirmant qu'elle était parfaitement saine. Évidemment, ça n'a fait que renforcer l'idée qu'elle était instable. Elle disait qu'elle était juste une mère qui voulait protéger son fils et qu'elle avait fait ce qu'elle devait pour lui donner une leçon. Mon père a alors pris la parole et a dit que si elle voulait vraiment mon bien, elle n'aurait pas essayé de faire de son propre fils un mari de substitution ni de me faire porter le chapeau pour des choses que je n'avais pas faites. Cela l'a rendue folle de rage, et des agents de sécurité ont dû les séparer. Le juge envisageait d'être plus indulgent au départ, mais a fini par décider qu'elle avait besoin de purger une véritable peine de prison et l'a condamnée à 2 ans. Lorsqu'elle a été condamnée, ma mère a fait une véritable crise de gamine, se roulant par terre,
frappant du poing et pleurant comme un bébé. Elle a dû être sortie du tribunal de force parce qu'elle refusait encore une fois de coopérer. Mon père a décrit les 2 années suivantes, sans elle, comme un vrai bonheur. Il a pris la décision qu'il serait prêt à divorcer dès sa sortie. Et c'est exactement ce qu'il a fait, il lui a donné les papiers de divorce le jour même de sa libération, puis il a quitté la maison pour de bon. Il possède une caravane Airstream qu'il a garée chez un ami. À partir de là, il a passé plusieurs mois à se battre contre ma mère dans le cadre du divorce. Et c'est à ce moment-là que d'autres folies à son sujet ont été révélées. Mon père a fini par gagner et a déménagé dans mon état avec sa caravane dès qu'il a pu. Pendant que ma mère était en prison, j'ai repris contact avec ma famille. Tous ont reconnu qu'ils savaient depuis longtemps comment elle se comportait avec moi et ont exprimé leur regret de ne jamais m'avoir aidé, surtout mon père. Il a pleuré en me présentant ses excuses au téléphone. Il a demandé le divorce après la libération de ma mère. Elle a eu la maison dans le règlement du divorce, principalement parce que mon père n'en voulait plus et a accepté de lui céder sa part en échange d'une séparation nette. Le tribunal a statué qu'il n'avait pas à lui verser de pension alimentaire puisque tous deux étaient déjà à la retraite. Il a donc choisi de venir vivre près de moi, et il habite maintenant dans sa vieille caravane Airstream des années 90, quelque part sur la côte ouest. Il m'a dit qu'il passe ses soirées à siroter du thé en regardant les vagues et qu'il n'a jamais été aussi heureux. Ma mère, elle, n'a pas bien pris le divorce et a essayé de faire traîner les choses, mais plusieurs membres de la famille ont témoigné. Mes sœurs sont toutes venues pour dire la vérité sur ce qu'elle était vraiment, et certains proches avaient même des enregistrements de choses étranges qu'elle disait à mon sujet. En plus de tout cela, il a été révélé que ma mère avait trompé mon père à plusieurs reprises avec différents hommes, dont certains sont venus témoigner avec des preuves. Le juge a alors refusé de la laisser faire durer le divorce et même son propre avocat lui a conseillé de lâcher l'affaire si elle voulait garder sa retraite. Et à la fin, ma mère s'est retrouvée seule dans l'ancienne maison familiale, et quasiment personne ne veut plus avoir affaire à elle. Elle m'a recontacté plusieurs fois, mais je lui ai simplement dit que tout ça a été le résultat de ses propres actes et qu'elle allait devoir vivre avec. Elle a essayé de me dire qu'elle suivait une thérapie, mais je lui ai répondu qu'elle aurait dû faire ça depuis longtemps et que je m'en fichais désormais, car elle ne pourrait jamais effacer ce qu'elle m'avait déjà fait. Elle a juste pleuré, puis a raccroché. Je ne lui ai plus jamais reparlé depuis. Histoire 2. Ma femme croqueuse de diamants m'a vidé jusqu'au dernier centime pendant plus de 10 ans, alors j'ai fini par craquer et je lui ai servi les papiers du divorce. Elle a commencé à me harceler et à me traquer, ce qui m'a laissé sans autre choix que de faire quelque chose d'extrême. Quand je me suis marié avec ma femme, j'ai eu un pressentiment qui me disait de ne pas le faire, mais elle m'a mis la pression jusqu'à ce que je cède. Dès que l'encre de notre certificat de mariage a séché, tout est parti en vrille. Juste quelques mois après notre mariage, elle est allée dans mon dos, a vidé une grande partie de mes économies, et a versé un acompte pour un appartement de luxe que je ne voulais même pas. Quand je l'ai découvert et que j'étais, à juste titre, furieux, elle m'a dit que j'étais juste son pourvoyeur et que je devais accepter que sa parole ait plus de poids que la mienne. Je me souviens lui avoir offert un sac à main Michael Kors et elle s'est plainte que la couleur n'allait pas avec sa coque de téléphone. Je suis médecin et je gagne bien ma vie, mais je n'ai même pas $2000 d'économie. Nous n'avons plus aucune intimité, ni rire. On ne parle plus que d'argent. Nous n'avons pas d'enfants. Elle disait en vouloir avant le mariage, puis elle a changé d'avis, et notre maison est dénuée de chaleur ou de joie. Je déteste ça. Je la déteste. J'ai loué un appartement de l'autre côté de la ville, et un tas de meubles IKEA m'y attend. Le contrat de location de la Mercedes qu'elle m'a forcé à prendre arrive à terme, et je vais la remplacer par une Prius d'occasion. Je vais lui dire demain que je veux divorcer. Je sais qu'elle va pleurer et exiger qu'on essaie la thérapie, mais je ne veux pas de ça. Ça n'a jamais été juste, et je regrette seulement d'avoir mis autant de temps à le comprendre. Mise à jour 1. D'habitude, quand je me lève, je vais courir ou faire du vélo. Pendant ce temps, ma femme se lève, s'habille, prépare un smoothie, bref. Ce matin-là, j'ai arpenté la cuisine, répétant encore et encore ce que j'allais lui dire. Quand elle est enfin descendue, je me suis senti étrangement calme. Je ne m'attendais pas à être paniqué, mais au moins un peu anxieux. Je lui ai dit que je devais lui parler. Elle a répondu sans même lever les yeux de la machine à café. Alors j'ai tout lâché d'un coup. Je lui ai dit que je partais, que je voulais divorcer, que nous n'étions plus heureux depuis longtemps, et que j'avais l'impression qu'elle se fichait complètement de moi et de mes besoins émotionnels. Et là, elle a commencé à me manipuler. Elle s'est mise à pleurer en disant que je ne lui offrais plus de fleurs, que je ne faisais pas assez pour elle, que je ne me souciais pas de son bonheur. J'ai rappelé que j'avais proposé la thérapie plus d'1 an auparavant, qu'elle avait accepté mais trouvé 1000 excuses pour ne jamais y aller. J'ai évoqué les fois où elle a totalement ignoré le budget qu'on avait établi. Je lui ai dit ce que ça me faisait quand elle me méprisait quand j'essayais de lui parler de ce que je ressentais. Les pleurs ont redoublé, accompagnés de supplications pour qu'on arrange les choses, qu'on aille en thérapie, qu'elle allait changer. Ça s'est passé exactement comme je m'y attendais et je n'ai rien ressenti. Plus rien. Tout ce que j'ai pu ressentir pour elle est mort et enterré,
et elle aurait aussi bien pu être une cousine éloignée pleurant sur son mariage, tellement je ne ressentais plus aucun lien. Finalement, j'en ai eu assez et je suis parti. Depuis, elle bombarde mon téléphone de messages et d'appels allant de la colère aux supplications, en passant par les menaces. À la fin de la journée, sa mère et la mienne m'appelaient aussi. J'ai brièvement parlé à ma mère et je lui ai calmement expliqué que j'étais désolé qu'elle ne l'ait pas entendu de moi, mais que ma femme me vidait émotionnellement et financièrement, et que je ne pouvais plus continuer. Elle a été étonnamment compréhensive. Je suis maintenant dans mon nouvel appartement. J'ai déroulé le matelas en boîte et suis allé chez Walmart acheter des draps. J'ai mangé un plat thaï à emporter assis au comptoir de la cuisine et regardé un peu de Netflix sur mon ordinateur. J'ai tout ce qu'il me faut pour les prochains jours. Ma femme recevra les papiers demain. J'attends toujours que la tristesse me frappe, mais ce n'est pas le cas. Je me sens comme si on m'avait enlevé 1000 kilos des épaules et soudain, mon avenir est plein de possibilités. Je vais voyager. Je vais essayer de nouveaux restaurants. Je vais chercher un travail qui me rende fier et heureux au lieu d'être juste bien payé. N'en déplaise à Internet, je vais inviter la barista qui me drague tout le temps, parce que contrairement aux idées reçues, elle est de mon âge, c'est le commerce de sa famille, et j'ai les compétences sociales nécessaires pour faire la différence entre un bon service client et un véritable intérêt. Santé à tous. Je vais boire une bière, puis aller faire un tour dans mon nouveau quartier. Mise à jour 2. Je me suis réveillé dans mon nouvel appartement. J'avais l'impression de pouvoir enfin respirer. Le soleil entrait par la fenêtre, et je ne ressentais plus cette angoisse familière. Je me suis habillé simplement, un jean et un t-shirt, et j'ai décidé d'aller à ce petit café au coin de la rue. Celui avec les tables en bois dehors et les grandes fenêtres vitrées. Je me suis dit que ce serait sympa d'y prendre le petit déjeuner, et peut-être voir si la barista y était. En entrant, l'odeur du café frais m'a enveloppé. C'était chaleureux et réconfortant. J'ai tout de suite vu la barista. Son badge disait Hamid et elle m'a souri comme toujours. J'ai fait la queue, commandé un muffin et un café, puis je me suis assis pour manger. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu une voix familière. Je me suis retourné, et c'était elle. Ma femme. Elle avait l'air furieuse. Ses yeux étaient rouges, comme si elle avait pleuré toute la nuit, et ses cheveux étaient en bataille. Les gens dans le café la regardaient. Mon cœur a chuté. Ça allait mal se passer. Te voilà, a-t-elle crié en s'approchant de moi. Je t'ai cherché partout. Amanda, qu'est-ce que tu fais ici? Ai-je demandé, essayant de garder mon calme. J'ai remarqué qu'Amy me regardait, son sourire avait disparu alors qu'elle tendait une boisson à un autre client. Qu'est-ce que je fais ici? Hurla-t-elle. Je devrais plutôt te poser la question. Tu m'as quitté et maintenant tu traînes ici comme si de rien n'était, à boire un café? Tout le monde nous regardait désormais. Je me suis senti embarrassé et en colère à la fois. Je ne voulais pas que ça se passe ici, surtout pas devant tout le monde, et encore moins devant Amy. Amanda, je prends juste un café, dis-je d'une voix basse. On peut en parler plus tard? Non, on ne peut pas en parler plus tard. Hurla-t-elle encore plus fort. Tu es mon mari. Tu es censé être à la maison avec moi, pas ici à flirter avec une barista comme un vieux pervers. Je jetai un coup d'œil à Amy, qui avait l'air mal à l'aise. J'avais envie de disparaître sous terre. Amanda, arrête, dis-je en essayant toujours de rester calme. Je ne vais pas faire ça maintenant. Oh, tu ne vas pas faire ça maintenant? Se moqua-t-elle en croisant les bras. Dommage, parce que moi, je vais le faire maintenant. Tu me dois des explications et tu vas me les donner. Je regardais autour de moi dans le café, tout le monde nous observait. Je pouvais sentir leur regard sur moi, et ça me donnait la chair de poule. Je voulais juste sortir de là. Je ne retournerai pas avec toi, dis-je fermement. C'est fini. Son visage se tordit de colère. Tu crois que c'est fini? Tu ne peux pas juste me quitter comme ça. Elle attrapa mon bras et tenta de me tirer vers la porte. Tu rentres à la maison et on va arranger ça. Je retirai mon bras. Non. Je ne rentrerai pas. C'est terminé, Amanda. Je ne reviendrai pas. Elle avait l'air prête à exploser. Tu vas le regretter, siffla-t-elle. Tu n'es rien sans moi. Tu m'entends? Rien du tout. Je ne dis rien. Je me contentais de tourner les talons et de sortir du café, oubliant mon café et mon muffin sur le comptoir. J'entendis ses pas derrière moi, et je sus qu'elle n'allait pas lâcher l'affaire aussi facilement. Je me dirigeai vers ma voiture, elle me suivait de près, hurlant toujours. Monte dans ta voiture et rentre à la maison, dis-je en me retournant. Tu es en train de faire un scandale. Je m'en fiche. Hurla-t-elle. Tu es mon mari. Tu es censé être avec moi. Je ne suis plus rien pour toi, dis-je en ouvrant la portière de la voiture. Va-t'en. Je montai dans la voiture et démarrai le moteur. Elle était toujours là, son visage tordu par la colère et la douleur. Je sortis de la place de parking et m'éloignai, mais dans mon rétroviseur, je vis qu'elle montait aussi dans sa voiture. Je pris une grande inspiration pour tenter de me calmer. Je ne pouvais pas rentrer à l'appartement si elle me suivait. Il fallait que je la sème. Je roulais dans quelques petites rues, réfléchissant à ce que je pouvais faire. Sa voiture était toujours derrière moi, pas très loin.
Mon cœur battait la chamade et mes mains étaient moites sur le volant. Je tournais dans une autre rue, puis encore une autre, essayant de mettre de la distance. Je pris un virage serré à gauche et accélérai un peu, espérant qu'elle ne tiendrait pas le rythme. Après quelques minutes, je ne vis plus sa voiture. Pour être sûr, je pris encore quelques détours avant de rentrer enfin chez moi. Mes mains tremblaient quand je me garai et sortis de la voiture. Je montai rapidement les escaliers et entrai dans mon appartement, verrouillant la porte derrière moi. Je restai là un moment, tentant de reprendre mon souffle. J'étais épuisé. Et je savais que ce n'était que le début. Mais je savais aussi que je ne pouvais pas revenir en arrière. Pas maintenant. Pas jamais. Je pris une profonde inspiration pour me calmer. Je ne me sentais pas coupable. Je ne me sentais pas triste. Je me sentais juste soulagé. J'étais libre. Mise à jour 3. Après avoir réussi à la semer ce jour-là, j'ai cru, peut-être naïvement, qu'elle allait abandonner et passer à autre chose. J'avais tort. Il ne lui a pas fallu longtemps pour découvrir où je vivais. Je ne sais pas comment elle a fait. Peut-être qu'elle m'a suivi un jour sans que je le remarque, ou qu'elle a posé des questions. Quoi qu'il en soit, elle a trouvé ma nouvelle adresse. Le premier signe a été lorsque je suis rentré du travail quelques jours plus tard et que j'ai vu une pile de courriers devant ma porte. Il y avait des factures et quelques pubs, mais le plus étrange, c'est qu'ils étaient tous adressés à Amanda McCoy. Elle avait fait suivre son courrier à mon nouvel appartement. Au début, j'ai cru à une erreur, peut-être un problème avec la poste. Je l'ai appelée pour lui demander pourquoi son courrier arrivait chez moi. Elle a ri. Oh, j'ai juste pensé que ce serait plus simple pour toi de payer mes factures s'ils arrivaient directement chez toi, dit-elle, la voix dégoulinante de sarcasme. J'ai raccroché et bloqué son numéro. J'ai jeté son courrier, mais il continuait à arriver. Elle faisait clairement passer le message qu'elle savait où je vivais. Puis, un soir, en rentrant chez moi, je l'ai trouvée assise sur les marches devant mon immeuble. J'ai essayé de l'ignorer et de passer à côté, mais elle s'est levée et m'a barré le chemin. « Tu crois que tu peux juste me quitter ?» dit-elle d'une voix basse et glaciale. « Tu crois que tu peux passer à autre chose comme si je n'existais pas ? Je ne vais pas faire ça, Amanda. Rentre chez toi, dis-je en essayant de garder mon calme. Ici, c'est chez moi, répliqua-t-elle. Je suis ta femme. Tu ne peux pas fuir comme ça. Je la poussai doucement pour passer et elle se mit à hurler, m'insultant de tous les noms. Les voisins ouvraient leurs fenêtres, curieux. Je pouvais sentir leur regard, comme au café. Elle recommençait son cirque. Je rentrai et verrouillai la porte, les mains tremblantes. Elle frappa à la porte pendant ce qui me sembla être des heures, hurlant que je lui devais tout, que j'avais détruit sa vie. J'appelai la police, mais elle était déjà partie quand ils arrivèrent. Ils m'ont conseillé de demander une ordonnance restrictive, mais je ne savais pas encore si j'étais prêt à franchir cette étape. Je priais juste pour qu'elle se calme. Mais dès que la procédure de divorce a commencé, les choses ont empiré. Elle est devenue odieuse, et j'ai découvert une facette d'elle que je n'aurais jamais cru possible. On avait accepté d'essayer la médiation, mais chaque séance tournait à l'affrontement. Elle arrivait en retard, décoiffée et furieuse. Elle m'interrompait, m'insultait, m'accusait de violence, d'infidélité, de tous les pires actes imaginables. Lors d'une séance particulièrement tendue, elle s'est penchée au-dessus de la table et a dit, assez fort pour que tout le monde entende. « Tu sais, j'ai beaucoup repensé à ces vacances au Mexique. Tu te souviens de cette nuit où tu étais saoulé que tu m'as frappé ? J'étais sous le choc. Je ne l'avais jamais touché. Qu'est-ce que tu racontes, Amanda ? Dis-je, la voix tremblante. Ah, tu ne t'en souviens pas ? Comme c'est pratique. Elle se tourna vers le médiateur et afficha un sourire mielleux. Il a un passé violent. Je dis juste que je ne me sens pas en sécurité. Le médiateur avait l'air mal à l'aise, et moi, j'avais l'impression d'être dans un cauchemar. Elle mentait, ouvertement, et je n'avais aucun moyen de prouver le contraire. À ce moment-là, j'ai compris qu'elle allait faire durer cette procédure le plus longtemps possible, et de la manière la plus douloureuse possible. Ce n'était pas une question d'argent, ni d'appartement. C'était une question de contrôle. Elle ne supportait pas que je reprenne le pouvoir sur ma vie. Le pire, c'est quand elle a commencé à se montrer sur mon lieu de travail. Je travaille dans un hôpital, et elle venait en se faisant passer pour une patiente, semant le chaos dans la salle d'attente jusqu'à ce que la sécurité doive la faire sortir. Elle a appelé mon patron, lui disant que j'étais mentalement instable, que je me droguais, que j'étais un danger pour mes patients. Rien de tout cela n'était vrai, mais c'était humiliant, et je voyais bien que les gens commençaient à parler. Un jour, mon patron m'a convoqué, inquiet. Il a été gentil, mais il m'a dit que je devais régler cette situation. Je savais qu'il avait raison. La goutte d'eau a été après la finalisation du divorce. Je pensais que les choses allaient se calmer une fois les papiers signés, mais j'avais encore tort. Un soir, je suis rentré tard et j'ai trouvé sa voiture garée devant mon immeuble. Elle était juste là, assise, à regarder ma fenêtre. J'ai essayé d'ignorer, je suis monté et j'ai fermé les stores, mais ça a continué. Chaque soir, elle était là, assise dans sa voiture, à surveiller. Puis un soir,
Je suis rentré et elle n'était pas dans sa voiture. J'ai ressenti un étrange soulagement. Peut-être qu'elle avait enfin renoncé. Mais quand j'ai ouvert la porte, je l'ai trouvée assise sur mon canapé. Je me suis figé. Je n'avais aucune idée de comment elle était entrée. Mon cœur battait à tout rompre. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je exigé. Elle s'est levée, un sourire lent et inquiétant s'étalant sur son visage. « J'ai encore une clé. Tu te souviens ? J'avais oublié de changer les serrures. » Stupide. J'ai reculé vers la porte, prêt à appeler la police. « Sors d'ici », ai-je dit, en essayant de paraître ferme. Elle a juste ri. « Oh, allez. Tu ne le penses pas. On est fait pour être ensemble. Tu le sais. Tu ne peux pas me fuir comme ça. Je suis sérieux, Amanda. Sors d'ici ou j'appelle les flics. » Elle a haussé les épaules puis est passée devant moi, son épaule frôlant la mienne alors qu'elle allait vers la porte. « Très bien. Je m'en vais. Mais c'est loin d'être fini. » Je l'ai regardée partir, les mains tremblantes. Cette nuit-là, j'ai appelé un serrurier et fait changer les serrures. Le lendemain matin, je suis allé au tribunal pour déposer une demande d'ordonnance restrictive. Je n'en pouvais plus. Je ne pouvais plus vivre en regardant constamment par-dessus mon épaule, en attendant qu'elle réapparaisse pour tout gâcher à nouveau. Le processus a été long et éprouvant. J'ai dû documenter chaque chose, chaque appel, chaque visite, chaque fois qu'elle s'est présentée à mon travail. Quand nous sommes enfin passés devant le juge, elle était là, à faire semblant d'être la victime, en pleurs, disant qu'elle voulait juste arranger les choses. Mais le juge n'a pas été dupe. L'ordonnance a été accordée et elle a été interdite de s'approcher de moi, de mon domicile ou de mon lieu de travail. Je pensais que ce serait la fin, mais même maintenant, je vois parfois sa voiture garée au bout de la rue de mon immeuble ou devant mon bureau. Elle fait attention à ne pas trop s'approcher, à ne pas enfreindre l'ordonnance, mais je sais qu'elle m'observe toujours, qu'elle attend. C'est une présence constante et agaçante dans un coin de mon esprit, et je déteste ça. Je déteste qu'elle ait encore ce pouvoir sur moi malgré tout, mais j'essaie d'aller de l'avant. J'ai recommencé à sortir, à voir des amis, à essayer de reconstruire ma vie. Ce n'est pas facile, et certains jours j'ai l'impression de simplement faire semblant, mais je suis libre, et ça, c'est quelque chose. Il faut juste que je me le rappelle. Je suis libre.